Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo pour parler des prop firms. Ça va être une longue vidéo, je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière. Je vais prendre, vous le voyez ici, 5 prop firms. Le but de la vidéo, ça va être de les comparer, pas pour choisir quelle est la meilleure dans ces 5. C'est des prop firms que j'ai pris entre guillemets au hasard, alors, pas exactement parce que c'est des prop firms que je connais bien, pour pouvoir illustrer mon propos de cette vidéo, mais peu importe, le but de la vidéo, ça va pas être de comparer parmi ces 5 là, est-ce que j'estime qu'une est meilleure que l'autre? Pas du tout, on s'en fiche. J'ai pris 5 prop firmes que je connais et que j'estime sur certains aspects très différentes les unes des autres, euh, où chacune a des compromis très différents. Le but de la vidéo, ça va être de donner ou redonner à beaucoup de personnes la capacité à pouvoir naviguer seul dans ce monde de prop firmes, en futur du moins. Je vois beaucoup de monde, mon plus grand désespoir, euh, qui a perdu ou qui n'a jamais eu la capacité à pouvoir naviguer, on va rester sur ce terme-là, naviguer proprement en propre firme, euh, par peur de l'inconnu, par crainte de mettre son argent au mauvais endroit, par fainéantise parfois, par barrière de la langue. C'est vrai que tout est en anglais, c'est pas forcément simple pour certains. Euh, Parfois par manque de compétences techniques, disons. On est habitué à une propre firme, on sait s'y connecter, on sait gérer le site, on sait gérer le dashboard, l'achat de compte, la demande de payout, etc. On maîtrise bien le processus. On a peur d'aller ailleurs. Euh, et donc, je vois beaucoup de personnes qui sont un petit peu malgré elles, pour certaines, ou par naïveté pour d'autres, obligées de se ranger derrière l'avis de certaines personnes. Je prends mon exemple à moi, ça sera plus pertinent. Je suis le premier via mon stream tous les jours à faire de l'affiliation pour 3-4 prop firmes. Pourquoi je fais de l'affiliation pour ces 3-4 prop firmes? Parce que bah, c'est des prop firmes que j'utilise. Est-ce que ça en fait les meilleurs du monde? Bien sûr que non. Et j'ai pas envie que les gens se disent ah ok, Antoine il traite dans celle-ci, donc c'est forcément la meilleure. Non, j'ai moi selon mon analyse, mes compétences d'analyse, décidé que pour moi il était bien. Ça sera clairement pas le cas pour tout le monde. Le but, ça va être de donner ou redonner à tout le monde cette capacité à pouvoir se dire, ok, celle-ci, je sais factuellement qu'elle est bien pour moi parce qu'il y a cette règle que j'apprécie. Et ce compromis-là, moi, ça me dérange pas, c'est pas quelque chose qui m'affecte. On verra des exemples bien plus clairs juste après. Le but, ça va être que vous puissiez mettre votre argent dans une propre firme où vous avez vraiment décidé de trader, pas où on vous a dit qu'il fallait trader. La nuance est très importante. Je vois trop de personnes mettre de l'argent personnel en jeu à des endroits qu'ils n'ont peut-être pas vraiment consciemment choisis. Alors on va parler de, ça va être une vidéo longue, hein, comme j'ai dit, on va parler de beaucoup de métriques, de ratios pour calculer est-ce que cette évaluation est bien, ce compte financé est bien, cette règle-là est bien, est-ce que ce tarif est bien, est-ce que ces règles de payout sont bien, etc. On va parler de beaucoup de points de comparaison, ça va être un petit peu compliqué et long, mais je vais vous faire une petite liste que vous pourrez revoir ensuite. Alors on va commencer tout de suite. Alors déjà j'ai choisi 5 prop firmes, comme j'ai dit pas au hasard, mais que je connais et qui sont très différentes. Pour les survoler rapidement avec globalement les compromis que je leur attribue, je vais mettre FundingTix, quasiment une des moins chères, euh, et des objectifs de gain et des règles de payout parmi les plus simples. Il va y avoir des compromis, notamment le manque de vraies plateformes fournies, notamment une certaine limitation dans le nombre de comptes, on verra ça juste après. Donc un scaling, on utilise le mot scaling, comment dire, votre évolution vers de gros payouts petit à petit sera plus limitée chez eux. Mais il y a des règles et un budget qui fait que on peut aussi donner un bémol, un plus gros bémol, le support client par exemple. C'est une grosse propre firme, il y a beaucoup de monde. Si vous êtes débutant, que vous avez souvent des soucis de connexion, des incertitudes sur la plateforme, etc., le support client va laisser à désirer dans une propre firme, disons, un peu plus de masse. Je vais qualifier FundingX de propre firme de masse. J'ai choisi Take Profit ensuite, quasiment une des plus chères de ma liste. Euh, mais avec derrière à la clé, même s'il y a des règles pas faciles et qui plaisent pas à tout le monde sur le chemin, à la clé, il va y avoir des règles pour accéder au payout qui sont potentiellement, si c'est à votre goût, qui sont potentiellement très très avantageuses et qu'on ne retrouve dans aucune des 5 que j'ai choisies. Pareil, pas vraiment de vraie plateforme fournie.
Ensuite, on va avoir FFN, Funded Futures Network, de loin la moins chère des 5. À quel prix? C'est une des prop firmes où c'est le plus long d'aller au payout. Par contre, vous avez une vraie plateforme, deux vraies plateformes d'ailleurs, qui sont fournies. Donc pareil, je prends l'exemple pour un débutant. Autre compromis intéressant, on s'en fiche que ça soit long d'aller au payout, puisque de toute façon, quand on débute, que ça soit long ou rapide, la réalité, malheureusement, c'est qu'il n'y a aucune chance d'aller au payout. Là, c'est de loin la moins chère, avec une vraie valeur ajoutée, via des vraies plateformes qui sont fournies, plateformes qui coûteraient à elles seules sur le côté, si vous les prenez par vous-même, facilement 50 $ par mois, par exemple. Mais des règles de payout pas si difficiles, mais des règles de temps minimum, etc., d'objectifs à atteindre qui font que c'est une des plus lentes. Donc c'est le compromis avec un prix qui est le plus bas de cette liste. Ensuite, j'ai choisi The Futures Desk, qui est une prop firme un peu plus à part, donc c'est pour ça elle se cale très bien dans ce comparatif. Enfin, je rappelle, c'est pas un comparatif entre elles, mais ça représente un type d'offre qui est assez à part. Ça va être les évaluations les plus difficiles de très 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 loin de cette sélection de 5 prop firmes. Pourquoi? Parce que derrière, on a accès quasiment directement à du vrai capital, à un vrai compte live. Pour ceux qui débutent en prop firme, c'est une notion un peu farfelue parfois, mais même quand vous arrivez en compte financé, dans ces 4 autres prop firmes, du moins au début, financé, ça ne veut pas dire vrai compte. Vous jouez, entre guillemets, le mot ne plaira pas à tout le monde, mais vous jouez avec du faux argent en fait, parce que la prop firme préfère se dire, ah, il y a de grandes chances qu'il échoue, je lui mets un compte de démo, un compte, on parle de compte simulé. Et s'il performe, bah tant pis, je vais le payer avec ma propre trésorerie. Mais l'argent que vous allez générer, ça ne sera pas de l'argent généré avec un vrai compte sur les vrais marchés, comme si vous aviez un compte propre chez un broker personnel, disons. Chez Futures Desk, l'évaluation, je disais, c'est une des plus difficiles parce qu'elle va vous donner quasiment instantanément, une fois l'évaluation passée, à du vrai capital en live. Et le fait de trader en live, ça vous donne souvent, selon les propres firmes, pas toujours le cas malheureusement, mais là c'est le cas, ça vous donne accès à des règles de payout qui sont d'une liberté et d'une simplicité imbattable, puisque vous allez trader sur les vrais marchés. Contrairement à d'autres cas, la propre firme, là, quand vous êtes en live, a tout intérêt à ce que vous gagnez, à vous aider à gagner, et à vous épauler dans ça. On voit, selon les offres, il y a certaines propres firmes qui font pas tout pour vous mettre dans les bonnes conditions, par exemple. Et ensuite, Bullnox, un peu la propre firme à part dans ce choix de 5 là, qui est très complémentaire. Dans ces 4 propres firmes, il n'y a pas de ce qu'on appelle de frais d'activation. J'en parlerai juste après. Bullnox, c'est une propre firme où il y a des frais d'activation, ce qui fait que l'accès à l'évaluation, lui, est très peu cher en comparaison. Dans ces propres firmes-là, on a des paiements où tout se fait à l'entrée. Vous payez tout d'un coup, mais vous ne repayez rien quand vous réussissez votre évaluation. Ça a le bémol que si vous avez un taux de passage mauvais ou une mauvaise série en évaluation, ça peut vite vous coûter très cher. Chez Bullnox, l'évaluation ne va vous coûter honnêtement quasiment rien, avec des règles très faciles en plus, on verra ça après dans la comparaison. Par contre derrière, attention, si vous réussissez une évaluation, vous avez ce qu'on appelle des frais d'activation. Ça va me permettre de rebondir sur le deuxième chapitre, maintenant que je vous ai exposé pourquoi j'ai choisi 5 prop firmes. Je rappelle, je le précise, c'est très important, le but de la vidéo, on s'en fiche de ces 5 prop firmes, peu importe. Elles sont bien, elles sont pas bien, ça me regarde, ça vous regarde, c'est mon choix, votre choix. On s'en fiche, le but de la vidéo, ça va pas être c'est FundingKicks la meilleure ou c'est Bullnox la meilleure. Peu importe, on s'en fiche complètement. C'est pour exposer mon propos, que vous puissiez, avec les exemples que je vais vous donner, on va voir juste après, pouvoir vous faire votre regroupement de, disons, de 3 propres firmes qui vous plaisent bien, avec la propre firme numéro 1 qui est parfaite pour cet aspect A que vous aimez, la propre firme numéro 2 elle est parfaite pour cet aspect B que vous appréciez, etc. etc. Je le reprécise, mais c'est très important, j'ai pas envie que la vidéo soit mal interprétée, parce qu'elle est déjà assez compliquée à faire. Donc je disais rebondir sur la deuxième partie. En 2025, notamment fin 2024, et sur cette année 2025, quand je fais la vidéo en quasi fin 2025, on a connu une évolution des propres firmes assez majeure sur des aspects clés. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis Bullnox dans cet exposé, disons, de 5 propres firmes très différentes. On pourrait en gros attribuer une phase, une période 1 et une période 2.0 dans le monde de la prop firme, parce que
quasiment tout le monde a fait évoluer son offre de la même façon. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez sûrement pour beaucoup connu, ou si vous êtes arrivé plus tard, entendu parler d'Apex, je pense que c'était le pionnier là-dedans, où on était sur un modèle qui existe encore un petit peu chez Boonlocks, mais c'est moins intéressant malheureusement maintenant, sur un modèle où l'évaluation était très peu chère, vraiment vraiment très très peu chère, et les règles faisaient que vous pouviez passer cette évaluation en un trade, voire en un jour d'ailleurs, avec derrière des frais d'activation, à un tarif plutôt modéré. Ça avait, à force, comme problème pour la propre firme, que les gens passaient trop d'évaluations, avaient trop de comptes en stock, et pouvaient se permettre d'être pas si bons, entre guillemets, et d'avoir beaucoup de comptes de secours. On verra qu'il y a des propres firmes, là, dans ce que j'ai choisi, qui contre ça, avec des règles, entre guillemets, très strictes, face à ce problème des propres firmes qui était en phase 1.0, disons. Aujourd'hui, dans cette phase que je vais rappeler 2.0, disons, changement qui est surtout arrivé en 2025, on est allé, comme je l'ai dit juste avant, vers un système de paiement unique, où tout se paye à l'entrée. Certains appellent ça le one-time payment, un paiement unique tout simplement en français. Ça va avoir l'avantage d'être moins cher au final, parce que vous allez payer tout d'un coup, et pas de frais d'activation ensuite. Évidemment, par contre, si vous payez tout d'un coup, attention en évaluation, maintenant, surtout, il y a des règles sur ces 4 sur 5 propres firmes que j'ai choisies. Il y a des règles qui font que l'évaluation, on ne peut plus la passer facilement en un trade. Forcément, dites-vous bien, quand on passe une évaluation en un trade sur une journée, on est grandement aidé par la chance. Parce que sur un trade, c'est assez facile d'avoir raison. Quand sur une évaluation, via certaines règles qu'on verra juste après, on vous en demande 2, 3, 5, 10. Évidemment, là, la chance va beaucoup, beaucoup moins vous aider. Je prends le cas extrême, il vous faut 10 jours de trading. La chance ne rentre plus en compte sur 10 bons jours de trading. Il va falloir que ça vienne de vos compétences à vous. Heureusement ou malheureusement, selon comment on voit les choses, évidemment. Et donc ça a été un gros changement. À l'inverse, par contre, le compromis, numéro 1, comme j'ai dit, c'est que c'est au total moins cher, vu qu'il n'y a plus de frais d'activation. Et le deuxième bon compromis, c'est que les comptes financés chez certaines firmes se sont plutôt bien simplifiés. On nous a enlevé des règles qui étaient des règles majeures en compte financé avant, qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé voir disparaître. Là, on a des firmes où il y a des règles en compte financé qui, pour équilibrer le compromis, qui ont disparu. Voilà pour la petite aparté, ça sera plus simple pour comprendre, la petite aparté des propres firmes évolution en 2025, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je fais la vidéo disons, un tournant dans le monde des propres firmes. On sort d'un gros tournant, disons. Alors, on va commencer le début de la vidéo, vous m'excuserez, c'est assez long. Alors, je vais commencer par le hors-sujet, mais qui a toute son importance, j'ai nommé les à côté, parce que c'est là que vous allez retrouver des deal breakers, comme disent les Anglais, des aspects qui font que vous ne pouvez pas apprécier cette propre firme ou même ne pas trader chez eux. Déjà, tout simplement, tout le monde n'habite pas en France. Les pays, disons restrictions de pays. Il y a plein de propres firmes. Je connais des personnes qui habitent par exemple en Asie ou en Afrique du Nord. Il y a plein de pays pour X raisons qui sont sous embargo ou voilà, des soucis géopolitiques, où il y a des pays qui malheureusement ont un taux de fraude plus haut, donc tout le monde est interdit de trader là-bas. Ça fait partie des à côté, mais c'est des points majeurs. Je vais y mettre, pareil, ça rejoint un petit peu ça, les moyens de payout. On pourrait sous-entendre aussi les moyens pour acheter vos comptes, mais ça c'est moins un souci maintenant. Les moyens de payout, c'est très important. Heureusement, ça s'est pas mal amélioré en 2025. On a des offres un peu plus génériques, disons, qui conviennent à tout le monde avec plusieurs choix. Je pense notamment à Rise, que vous connaissez tous si vous tradez un petit peu en propre firme. Mais pour certains pays, pour certaines personnes qui vont avoir certaines contraintes, les moyens de payout, renseignez-vous avant. Si une propre firme vous plaît, mais que vous ne pouvez pas vous faire payer ou que très difficilement, pour X raisons, bah forcément, c'est pas possible pour vous. J'en ai parlé un petit peu. Plateforme / flux de données. Le flux de données, c'est ce qui vous envoie le prix en direct, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est
l'infrastructure technique qui se charge de vous envoyer des données en direct le plus précise possible, avec le moins de latence possible, de façon stable, sans bug, etc. Bien souvent, du flux de données en découle le choix de la plateforme, ou du moins les possibilités de plateforme. On verra juste après. Il y a des Propium qui vous ne donnent pas de plateforme, ou qui vous donnent une plateforme relativement incomplète pour ceux qui ont envie d'utiliser des outils un peu plus poussés. Voilà pour les points importants. Je pourrais mettre dans les à côté, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est plus important quand vous débutez parce que quand vous êtes un peu plus expérimenté, gérer vos connexions, etc., vous allez en grande partie résoudre vos soucis par vous-même, mais ça a son importance évidemment. Support client. Il y a des prop firmes, comme j'ai dit, que je qualifierais de prop firmes de masse ou qui sont en pleine expansion. C'est une grande difficulté pour les prop firmes. La forte croissance, c'est difficile à gérer pour beaucoup. Le support client, il est mal dimensionné, c'est très long. Il est mal formé, les réponses sont à côté de la plaque, où vous avez 3 couches d'IA qui vous répondent d'intelligence artificielle à passer, parfois très pénible. Ça peut avoir son importance, surtout PS, surtout très important quand vous débutez, parce que sinon vous allez avoir l'impression d'être logé à la mauvaise enseigne, parce que vous allez avoir beaucoup de questions au début, beaucoup de soucis, des questions un peu bêtes, mais qu'on rencontre tous au début. Bon, je repenserai sûrement à des points juste après, mais là c'est vraiment les points majeurs. Je pourrais mettre éventuellement le site en lui-même et le dashboard. Le dashboard, c'est là où vous allez suivre l'état de vos comptes. C'est vrai qu'il y a des dashboards qui sont pas très bien ficelés, pas complets du tout. Pour ceux qui ont besoin de statistiques, pour suivre un peu tout ça facilement, se simplifier certains calculs, ça peut avoir une importance. Ça vaut le coup de s'y adapter si le dashboard ne vous plaît pas, on va dire. Ne passez pas à côté du 9 pour ça, mais ça a son importance. Voilà pour les à côté, on va rentrer dans le vif du sujet, mais les à côté sont très importants. Comme j'ai dit, il y a des choses qui font que c'est vraiment des deal breakers. Alors, on va commencer par l'évaluation. Tout simple en évaluation. Premier ratio, je vais appeler ça un ratio. Ça va être l'objectif de payout, l'objectif d'évaluation, pardon, et la perte maximale, le drawdown maximal. Donc, ratio target / DD. DD, ça veut dire drawdown, perte max autorisée. Vous allez avoir des prop firmes, je vais exposer mon propos. Fundingtix, par exemple. Alors, je vais pas dire dans l'industrie, je les connais pas toutes. Dans ce choix de 5 prop firmes, c'est le meilleur ratio. Vous voyez, là, je prends en compte 50K. J'ai un ratio de 2005 de target pour 2000 de drawdown. Je vais en comparaison chez Take Profit, par exemple, peu importe. Je prends un compte 50K, j'ai 2000 de drawdown, donc pareil, vous allez me dire. Par contre, attention, j'ai 3000 de target. On est sur un ratio un peu moins avantageux. À voir, alors je vous spoil évidemment, c'est le cas, à voir s'il y a des compromis qui font que ça reste intéressant. Évidemment, oui. Mais c'est un aspect très important, surtout quand on débute. Regardez par exemple les comptes 25K, là c'est l'inverse. Regardez un compte 25K, globalement les petites tailles de compte. Par petite taille de compte, j'entends l'appellation marketing, 25K, 50K, 100K, 150K, etc. Sur les petites tailles de compte, vous avez ce fameux ratio, ici, qui est souvent bien plus intéressant, assez logiquement. Là, sur le 25K, c'est pas trop le cas au final chez Fundingtix comparé au 50. J'ai 1500 de target, 1000 de drawdown. Chez Take Profit, c'était moins bien. Maintenant, je vais sur le 25K, là, vous voyez, j'ai 1500 de target pour 1500 de drawdown, ce qu'on appelle un ratio de 1 pour 1, tout simplement. Ce qui veut dire que vous devez, comment dire, psychologiquement et techniquement d'ailleurs, c'est pas que psychologiquement, mais psychologiquement, vous pouvez vous dire, ah ok, c'est entre guillemets facile, je dois faire un montant avec une perte maximum qui est équivalente. C'est plus facile à aborder, surtout quand vous débutez, ou vous êtes disons peut-être dans une mauvaise passe, ça arrive à tout le monde en prop firme. Ensuite, deuxième aspect en évaluation, très important, qui va rejoindre ma petite aparté sur l'évolution des prop firmes en 2025, il va y avoir la constance / jour mini. Qu'est-ce qu'une constance ? Comme je vous dis, une vidéo très longue, elle sera idéale si vous débutez en prop firme. Je vais survoler un petit peu tous les aspects, toutes les règles. La constance, vous voyez ici, elle est de 40%. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je vais retourner sur le 50K. Vous avez donc, j'ai dit, une target de 2500. 40% de constance, ça veut dire que tout simplement vous prenez 40% de votre target, donc ça fait donc 10% 250, 4 fois 250, ça fait 1000. Constance de 40% sur 2500, ça veut dire je ne peux pas faire plus de 1000 sur une journée. Ça rejoint ce que je vous ai expliqué. Attention maintenant, sur beaucoup d'évaluations, vous ne pouvez plus faire en un trade. Donc là, vous voyez, au mieux, votre gros trade, entre guillemets, votre grosse journée, si vous faites en plusieurs trades, elle sera de 1000. Si vous dépassez 1000, vous allez être en dehors de cette règle. Il vous arrivera certaines choses en fonction des profits. On vous demandera de faire plus ou on vous annulera des profits éventuellement, etc. Ça inclut du coup, comme j'ai marqué ici, des jours minimum. Alors là, ils ont fait simple. C'est pas compliqué. 40%. Si je veux arriver à 100%, je rajoute 40%. Il me manquera 20%. Donc ça fait 40 jour 1, 40 jour 2, 20% jour 3. Tout simplement, ils nous disent que du coup, le nombre de jours minimum pour passer cette évaluation, c'est 3, assez logiquement. Évidemment, rien ne vous oblige à y aller de la manière la plus bourrine, entre guillemets, possible. Rien ne vous oblige à faire 40%, 40%, 20%, évidemment, fort heureusement. Mais du coup, il y a une constance qui induit un nombre de jours minimum. Allons chez FFN, qui fait les choses un petit peu différemment. Pardon, c'est juste ici. Je prends le 50K. Eux, ils nous disent 40% de constance sur 3000 de target. Donc ça fait 10%, 300, 600, ça fait 1200. Vous avez le droit de faire jusqu'à 1200. C'est logique, la target est plus haute. Par contre, ils vont vous demander 7 jours de trading. C'est-à-dire que si vous le faites en 3 jours comme chez FundingTix, par exemple, donc en faisant une journée à 40%, une deuxième à 40%, une troisième à 20%, là, il faudra en faire encore 4, ce qu'on appelle des journées de remplissage. Des journées où vous faites un trade histoire de faire un trade, voilà, pour quelques dollars de gain ou de perte. Je le répète, évidemment, ces règles-là, elles sont là pour vous donner un cadre limitant. Évidemment, une profession où c'est trop facile, on connaît maintenant, ça ne marche pas. Mais ça ne vous oblige pas, j'insiste, très important, ça ne vous oblige pas, et je ne vous le conseille pas, à faire l'évaluation de façon la plus rapide possible. Rien ne vous oblige à faire ces fameuses journées à 40% qui sont tout pile à 40% avec des journées à 1000, 1200 dollars, évidemment. Je peux que vous inviter à prendre bien plus votre temps, même en évaluation. Ensuite, alors bon, ça c'est très rarement un souci, mais sizing maximum, vous voyez, là ils me disent j'ai le droit à 4 contrats. Alors, je vais préciser quand même maximum, pardon, et l'équivalence. Je vous explique juste après. Hop, équivalence. Sizing maximum, là j'ai le droit à 4. Take profit, j'ai le droit, sur un 50K, j'ai le droit à 6. Et vous voyez, là, on a marqué 6, 60 micros. C'est ce qu'on appelle l'équivalence. Là, l'équivalence, elle est à 100%, puisque, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais un contrat classique mini, disons, équivaut à 10 contrats de type micro, qui sont des contrats 10 fois plus petits. Donc c'est entre guillemets logique que si on vous autorise 6 gros contrats, on vous en donne 60 petits. Attention, il y a des prop firmes où il y a ce qu'on appelle une équivalence mini-micro qui sera peut-être que de 50%. C'est-à-dire qu'on vous autorise 6 gros contrats, mais seulement 30 contrats micro. J'ai pas cet aspect-là dans les prop firmes que j'ai choisi. Si je dis pas de bêtises, non, j'ai pas cet aspect-là dans les prop firmes que j'ai choisi. Mais c'est une règle qu'on voit revenir de temps en temps. Donc c'est quelque chose à regarder. Ensuite, très important, alors ça ne joue pas que sur l'évaluation, mais c'est là qu'on le rencontre en premier. Type de DD. Je rappelle, de DD, c'est drawdown. Alors, on va les lister de suite. EOD, je vous explique après. Trailing. End of trade. Et statique. Alors attention, pour ceux qui débutent en prop firm, on rentre dans une explication qui va déjà être compliquée. Le type de drawdown, donc je rappelle le DD, le drawdown, ici qui est de 2000 par exemple, changeons de prop firm. J'ai dit que le but c'était de ne pas en comparer qu'une seule. Allons chez Bullnox par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé pour le moment. Voilà, option 1, 50K, ils nous disent drawdown max 2500, voilà.
Commençons par le premier, du coup. Alors, pour commencer par le premier, on va aller ici. Vous voyez, là, j'ai un drawdown EOD, EOD en français, pardon. Ça veut dire end of day, drawdown fin de journée. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Euh, Votre drawdown, donc votre perte maximum, se met à jour à la fin de chaque journée, ou disons pendant la nuit, à la fin de votre session de trading, pendant l'heure de pause avant que la session du lendemain recommence en futur, votre drawdown se met à jour seulement à ce moment-là. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que si vous venez d'acheter votre compte, première journée, vous faites $500 de gain. Pendant cette journée-là, votre drawdown, il sera artificiellement boosté, parce que vous venez de faire 500 de gains. Donc vous aurez 2000 de drawdown initial, plus un trade gagnant que vous venez de clôturer à $500. Donc vous avez, avant la fin de la journée, 2500 de drawdown. À la fin de cette journée-là, le site, enfin l'entreprise, alors c'est automatisé évidemment, mais il va se dire, ok, lui il a gagné 500, donc sa perte maximale, je la décale de $500. Et le lendemain, vous aurez le drawdown initial de 2000. Le deuxième journée, vous faites que, entre guillemets, $150. Pendant cette journée-là, vous aurez $2150 de drawdown. À la fin de cette journée, ça va se mettre à jour, vous aurez plus que le drawdown initial de 2000. Voilà, c'est un end of day, c'est un drawdown qui se met à la fin, met à jour à la fin de la journée. Donc, retournons sur ma liste, hop, pardon. Drawdown suiveur. C'est, entre guillemets, le plus mauvais, le plus traître de toute cette liste. Drawdown suiveur, qu'est-ce que c'est? Du coup, je retourne chez Boomlock, c'est parfait. On le voit sous le nom de trailing drawdown ou de drawdown intraday. À l'inverse de end of day qui veut dire fin de journée, intraday c'est intra-journalier, au sein de la même journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, imaginons, donc je démarre là avec 2500 de drawdown. Je suis dans un trade qui monte à 500 de profit. Malheureusement, je voulais viser plus. Et au final, ça commence à redescendre. Je vois, pour X raisons, sur un indicateur, ça ne me plaît pas. Je me dis, allez, je prends pas de risque, je sors. Votre trade, il a, à un moment donné, potentiellement généré $500. Vous n'êtes pas sorti, vous êtes sorti un peu plus bas, il en a généré que 400. Et le drawdown, il va monter comme si vous aviez validé $500 de gain. Le drawdown va suivre ce qu'on appelle les profits non réalisés. Le drawdown va vous suivre au sein d'un trade même qui n'est pas encore clôturé. Donc, exemple, j'avais 2500 de drawdown initial. Ça monte à 500. Mais je ne clôture que 400. J'ai plus que 2400 de drawdown, puisqu'il y a $100 de gains qui restent non réalisés, en fait, qui se sont envolés en fumée, entre guillemets. Ça rend le drawdown suiveur potentiellement très incompatible avec des gros sizing ou des objectifs de gains en termes de points qui sont très grands, ou des méthodes de trading, un peu de trend, de suivi de tendance en français, où vous laissez courir les trades très longtemps. Parce qu'évidemment, si vous laissez courir les trades très longtemps, vous allez potentiellement parfois générer des profits non réalisés qui sont peut-être très grands. Donc le drawdown suiveur sera incompatible à ça. Ou alors il faudra s'adapter via un sizing plus petit, via des sorties plus serrées. Ou alors si vous laissez courir, il va falloir sécuriser rapidement si ça commence à repartir contre vous. Voilà. Pour le drawdown suiveur, le drawdown intraday, le trailing drawdown en anglais. Ensuite, on va avoir le drawdown end of trade, qui est très à part, on ne le voit pas souvent, mais il est présent notamment chez FFN. Drawdown end of trade, rappelez-vous, drawdown fin de journée. Je fais 500 de gains sur mon premier trade. Artificiellement, sur cette journée, mon drawdown est boosté de 500. Sur un drawdown end of trade, le drawdown ne me suit pas dans le trade, mais par contre, à la fin du trade, mon drawdown se met à jour instantanément. C'est-à-dire que je ne suis pas puni par les gains non réalisés, mais je ne peux pas booster mon drawdown au sein d'une seule journée, comme sur un drawdown end of day. Voilà, c'est la petite subtilité. Et ensuite, pour finir, le drawdown statique, c'est celui qu'on retrouve le moins, c'est le plus cher, c'est potentiellement le plus avantageux, mais il est souvent associé à des comptes très chers. Le drawdown statique, c'est simple, il ne bouge jamais. Je vais aller chez FuturesDesk, voilà, cochons un compte avec un drawdown statique. Je démarre par exemple sur ce compte-là à 1000. Si je fais $100 de gain sur mon premier trade, j'ai $1100 de gain. Et le lendemain, ça ne se remet pas à jour, j'ai $1100 de gain. Donc le lendemain, je fais une bonne journée, $500. Donc j'ai 1600 de drawdown maintenant.
Pendant cette journée-là, il reste à 1600, et le lendemain, il s'est pas mis à jour, je redémarre à 1600. C'est le comportement le plus proche d'un vrai compte de trading que vous auriez en compte propre, par exemple. Mais c'est associé à des comptes bien plus chers. Voilà, vous voyez, je prends l'exemple, là, ça me donne 89 $. Si je me remets, hop, ça ne marche pas. En fin de journée, c'est 59 $. Voilà. Là, même sur un petit compte, ça me fait payer, si ça veut bien fonctionner, 30 $ de plus. Si vous regardez sur les gros comptes, là, on est à 669. End of day. Allez, s'il te plaît. 399. C'est le drawdown le plus cher. Pour ça que malheureusement, on le voit pas si souvent, parce qu'au final, il est pas si intéressant à prendre tellement le compromis du prix devient énorme. Voilà pour l'aparté sur le drawdown, qui est un aspect très compliqué à comprendre au début. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs, hein, ou sur le Discord si vous avez mal compris certaines choses. Alors je note, on le retrouve pas que en évaluation, mais on le retrouve d'abord en évaluation, éventuellement, une daily loss. Alors j'ai pas de daily loss dans les prop firmes que j'ai choisis. À quel prop firme je pourrais penser? Hop, allons voir une prop firme avec une daily loss. Vous voyez, ici on me dit profit de target, objectif de profit en français, pardon, j'essaie de pas tout faire en anglais, de 3000, perte maximale de 2000, comme take profit, me direz-vous. Attention, par contre, là, il y a une DLL, Daily Loss Limit. Donc, la même chose qu'une perte maximale, mais à l'échelle de la journée. Ça veut dire que sur une seule journée, mais vous n'avez pas vraiment 2000 de pertes autorisées, vous n'avez que 1200. Une fois à 1000, si vous arrivez à 1200, votre compte sera clôturé pour la journée. Moi, je n'aime pas les daily loss, mais ça peut donner accès à des comptes qui sont parfois intéressants. Ça peut être un compromis qui est intéressant de l'accepter, de s'y adapter. Et pour finir, je crois qu'on aura fait le tour de l'évaluation, j'en ai parlé tout à l'heure. Activation. Alors l'activation, on pourrait la mettre dans le financé, au début du financé ou à la fin de l'évaluation, évidemment. Activation slash paiement unique. Je rappelle, regardez, Funding Ticks par exemple, ou je sais pas, ou FFN, voilà. Là, je paye 75 $ une fois et il n'y a pas de frais d'activation. Bullnox, hop, j'étais là. Bullnox, je paye. Alors, il n'y a pas la promo affichée. Je sais pas quel code promo je pourrais mettre, mais la promo chez Bullnox est souvent énorme. Le compte va vous coûter 30 $. Par contre, attention, regardez, je vous montre vite fait là, dans la FAQ. Vous voyez, si j'achète un compte 50K, si je réussis mon évaluation, je dois débourser 148 $ pour avoir le droit de passer sur un compte financé. Donc attention. Par contre, si j'échoue en évaluation, ça m'aura coûté très peu cher. Je ne saurais pas vous dire avec la promo le tarif exact, mais c'est à peu près ça. Alors vous voyez, j'ai mis un petit code promo, je vais aller le chercher, ça sera plus pertinent. Alors c'est pas la promo la plus intéressante actuellement, mais peu importe, on parle pas de la prof firme, on s'en fiche, mais vous voyez, l'évaluation coûte 43 $ ou 36 $ sur un plus petit compte. On pourrait se dire c'est pas cher, oui. Si vous échouez en évaluation, ça vous coûtera moins cher. Mais attention, frais d'activation 148 derrière. Donc ça a son importance. Par contre, si vous débutez, regardez chez Take Profit, alors je vous le dis de tête parce que je connais bien, avec la promo qui est tout le temps là, c'est 102 $, pas 170, pardon. Par contre, 102 $, vous le payez de cette façon-là, paiement unique. Quand vous débutez, 102 $, si vous échouez l'évaluation, les 102 $, ils sont perdus. Donc quand on débute, Take Profit, par exemple, ou les profirmes dans ce budget-là, c'est à bannir. À coût de 102 $ par chaque évaluation, quand vous débutez, vous allez vous mettre dans le rouge de façon très 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 rapide. Il faut être très prudent là-dessus. Funding Ticks par exemple, avec la promo habituelle, ça coûte dans les 68 $, si je dis pas de bêtises. C'est un peu chiant, les promos sont rarement affichés noir sur blanc sur le site principal, il faut se connecter, rentrer le code, etc. Donc croyez-moi sur parole, avec la promo habituelle, c'est 68, parfois un peu moins, parfois dans les 50. Mais c'est un paiement unique, donc Funding Tick, c'est parmi les moins chers, ça peut peser dans la balance.
Futures Desk, sur un petit compte, vous voyez, le plus petit compte possible, c'est 59 $. Et il n'y a pas de frais d'activation. C'est pas précisé, mais vous pouvez me croire, il n'y a pas de frais d'activation. Donc pareil, c'est pas très cher au total. Par contre, vous perdez tout d'un coup si vous perdez votre évaluation. Voilà, on a fait le tour, je crois, pour les évaluations, hein. Je fais un rapide tour du propriétaire. Je pense que je vous ai tout montré. Je vais revenir un petit peu sur les à côté. Plateforme, regardez, je vous montre rapidement. Chez FundingTix, on ne vous fournit que ce qu'on a une plateforme qui s'appelle Tradeovate. C'est une plateforme essentiellement web, donc que vous accédez via votre navigateur, qui a le mérite d'être gratuite, mais qui est très peu complète. Quand vous débutez, vous avez peut-être envie de vous dire « Ah, je veux accéder à un maximum d'outils possibles pour découvrir par moi-même ce qui me plaira, comme outil, comme indicateur, comme style de trading. » Je prends l'exemple inverse, par exemple, chez FFN. On va vous fournir, euh, des plateformes. Je sais pas si je vais pouvoir retrouver. Voilà, plateforme. On va vous fournir 3 plateformes. Vous avez le choix, y compris des plateformes très complètes. Moi, c'est celle-ci que j'utilise, par exemple, mais ça me regarde. Avec une plateforme comme celle-ci, quand vous débutez, vous allez accéder à quasiment tous les outils et indicateurs qui existent. Ça ne veut pas dire que vous allez les utiliser, évidemment, vous débutez. Par contre, vous êtes dans de bonnes conditions pour découvrir absolument tout ce qui pourrait vous plaire. Et ça, c'est une plateforme qui coûte à elle seule 50 $, mais elle vous est fournie chez FFN. Donc quand vous débutez, c'est une économie qui n'est pas négligeable si vous voulez accéder à une vraie plateforme. Je prends en comparaison Futures Desk. Ils vous fournissent, si vous choisissez ce flux de données, ils vous fournissent une plateforme qui est pas mal, qui est à mi-chemin entre celle fournie par FundingTix et celle fournie par FFN. C'est une plateforme qui s'appelle Delta Trader. Elle est relativement complète, mais elle est, disons, moins performante, moins professionnelle, entre guillemets, professionnelle. Le mot ne veut pas dire grand-chose pour une plateforme, mais vous me comprenez. Donc quand vous débutez, comme je vous ai dit, le payout, on s'en fiche un petit peu malheureusement quand vous débutez. Est-ce que vous allez aller au payout dans les premiers mois? La réalité, c'est qu'il y a de grandes chances que non, c'est même presque sûr. Donc déboursez votre argent, notamment pour peut-être accéder à une plateforme qui vous fait envie, où vous allez avoir des outils très complets. Ça rejoint aussi du coup le flux de données, mais je ne vais pas vous embêter avec ça si vous débutez. Donc on a fait le tour pour l'évaluation, on va passer au financé. Alors, financer, c'est pas compliqué, on peut recommencer. Ratio target payout cette fois-ci, parce que là on est en financé, il y a de l'argent en jeu potentiellement pour le drawdown. On peut recopier pareillement constance / jour mini. Alors, bon, quoique, il y a des propres firmes où le sizing peut changer et l'équivalence peut changer en financé. Ça, faites attention, ça peut être le cas. Je recopie ça aussi. Vous allez me dire, c'est la même chose. Vous allez voir, il y a des différences. Parce que je suis en train de tout recopier. Il y a des propres firmes où, attention, j'en ai une dans mes exemples, où le drawdown va changer. Vous passez de l'évaluation au financé. Ça ne plaît clairement pas à tout le monde. Il y a des propres firmes, j'en ai pas dans cet exemple, mais j'en connais où c'est le cas, où on vous ajoute une daily loss une fois en financé alors qu'elle n'était pas là en évaluation. Activation, paiement unique, bon je vous ai dit je pourrais le remettre dans l'évaluation ou dans le financé, vous le mettez dans la partie que vous voulez. Donc je recommence sur les aspects qu'on a déjà évoqués pour l'évaluation, mais qui recommencent pour le compte, pour le compte financé. Alors bon, j'ai tout fait sur FundingTix, allons sur Take Profit par exemple. Donc Take Profit, je rappelle, évaluation, il fallait que je fasse 3000 sans perdre plus que 2000. Maintenant, je vais aller voir qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire en compte financé, pardon. Voilà, vous voyez en financé, il me dit chez Take Profit, va y avoir une notion que je pourrais noter d'ailleurs, ça vous aidera à vous en souvenir. Matelas ou non. J'explique de suite ce qu'est le matelas.
Vous voyez, donc je disais, chez Taille Profit, on me demande de faire, hop, 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 j'y retourne, on me demande de faire 3000 avec 2000 de perte maximale. Une fois en financé, il y a ce concept de ratio qui revient. Là, on me dit que si j'ai un compte 50K, un compte 50 000, c'est l'exemple que j'ai pris, j'ai une perte maximale de 2000. Et cette perte maximale de 2000, elle définit ce qu'on appelle un matelas, où ils me disent, vous voyez, en anglais, que je vais avoir besoin d'atteindre la balance de 52 000 pour commencer à retirer. Donc balance de 52 000, ça veut dire faire 2000. Ça veut dire qu'en gros, je dois générer moi-même l'équivalent de la perte maximale à laquelle j'avais droit. Et c'est ce qu'on va appeler le matelas. Puisque en gros, on me demande de générer moi-même ce qui deviendra ensuite la somme que je n'ai pas le droit de perdre. Ce qui en fait une règle, entre guillemets, difficile. Plus difficile que, je vais prendre l'exemple de Fundingtix du coup. Hop, allons voir la FAQ ensemble. On me dit, si je prends un 50K, j'ai besoin d'atteindre 2000. Mais il n'y a pas de notion de matelas. Si j'atteins 2000, je peux retirer. Chez Take Profit, je dois atteindre 2000 pour commencer à retirer. Donc là, il y a une nuance qui est très importante. Take Profit, Propfirm, où il y a un matelas pour retirer. Fundingtix, Propfirm, où il n'y a pas de matelas pour retirer. Évidemment, c'est le nerf de la guerre dans cette vidéo. Ça ne veut pas dire que celle-ci est meilleure que celle-ci. Il y a des compromis énormes dans chaque cas qui font que, ok, il n'y a pas de matelas ici, mais à quel prix? Et ok, ici, certes, il y a un matelas, mais quel très gros avantage ça va pouvoir me donner? On verra ça juste après. Notion très importante. Et donc le matelas, ou matelas ou non, comme j'ai marqué ici, il joue forcément, d'ailleurs je pourrais peut-être faire ça de façon un peu mieux organisée, le mettre sous le ratio, ça joue fortement sur le ratio. Vous vous doutez bien, donc chez Fundingtix, je vous remontre, j'avais, on s'en souvient, le droit de perdre 2000 au max, et là on me dit que si j'atteins 2000, je peux retirer. Donc c'est entre guillemets, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure pour les petits comptes. Psychologiquement, c'est assez simple à aborder, puisque je dois faire une somme qui est de 1 pour 1 la même que celle qu'on m'autorise à perdre. C'est psychologiquement et au niveau de la gestion du risque plus facile à aborder. Chez Boolnox par exemple, très bon exemple pour le matelas. Voilà. Je fais l'effort de regarder la FAQ en vidéo à chaque fois parce que c'est un exercice qui est très important à faire. Donc prenez l'habitude comme moi. J'en parlerai juste après pour conclure, mais c'est très important que vous puissiez être capable de naviguer tout ça par vous-même. Voilà, on me dit le threshold, safety threshold, donc le seuil de sécurité, c'est une autre appellation du matelas. Là, un seuil de sécurité, c'est le matelas, c'est une zone, vous construisez une balance de sécurité, en gros. On me dit sur un 50K, là, je dois faire 2600, donc encore plus que celle-ci. Et en plus, je ne peux retirer que au minimum 1000 dollars. Donc je dois virtuellement aller à 3600, puisque de toute façon je ne peux pas le retirer moins que 1000 dollars, et je dois être au-dessus de ce seuil de sécurité. Donc je dois atteindre 3600 dollars chez Boolnox. Évidemment, même propos, ça paraît pas terrible de se dire ah ouais, attends, il faut que je fasse 3600. C'est presque 2 fois plus que ce qu'on me disait de faire chez Fundingtix. Évidemment, il y a des à côté, des compromis qui font que ça reste intéressant. Notamment, on fera dans une conclusion après, l'évaluation chez Boolnox, je rappelle, qui est, quand il y a les bonnes promos, très 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 peu cher. Et c'est dans cette liste-là, alors j'ai rajouté Lucide, voilà, peu importe, c'était pour exposer le propos de la Delilos. Donc j'en ai 6 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boolnox, c'est la seule propre firme où je peux passer l'évaluation en un trade ou en une journée. C'est un compromis qui n'est pas négligeable, même si derrière on me demande une somme entre guillemets énorme en comparaison aux autres propres firmes. Voilà pour le ratio, target de payout drawdown. Ça me fait penser, voilà, j'étais sûr que j'allais oublier quelque chose. Dans les à côté, point majeur, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais ça va rejoindre j'y pense maintenant qu'on est au payout. Le coût.
On pourrait mettre ça dans l'évaluation ou dans le financé, ça rejoint un petit peu l'activation, mais peu importe. Le coût, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais mettre ça dans le financé. Ratio avant échec. On va appeler ça comme ça. Je m'explique. Prenons en exemple. Prenons en exemple FundingTix. Ils ont des règles très faciles, ça sera facile à expliquer mon propos. Alors chez FundingTix, si j'achète le plus petit compte, j'ai le droit de retirer 1000 $. Et il y a ce qu'on appelle un profit split. Ça m'y fait penser. On pourrait mettre ça dans le financé aussi. Profit split. Je vous ai dit, hein, la vidéo va être longue. Si vous débutez en propre firme, faites des pauses, n'hésitez pas à la revoir. Je vous expose absolument tous les points, toutes les métriques, toutes les règles qu'on peut rencontrer, ou quasiment toutes. Profit split, c'est tout simple. Vous voyez là, ils me disent c'est 90%. En gros, je garde 90% de mes profits. Il y a 10% qui partent en fumée que la propre firme se réserve le droit de garder pour elle. Donc on me dit chez FundingTix, là j'ai le droit de retirer 1000 $. J'ai un profit split de 90%. Enfin, calcul très facile, ça veut dire que je ne recevrai réellement que 900 $. Par contre, attention, sur mon compte, on va vraiment m'enlever 1000 $. Mais je ne verrai la couleur que de 100 $. Que de 900 $. On va m'enlever 100 $, pardon. On peut en déduire un calcul très, 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 très important auquel peu de monde réfléchit quand vous débutez. Je peux vous donner qu'un conseil. Réfléchissez en ayant l'échec en première réflexion. Je sais, ça fait pas rêver, mais réfléchissez à ce qui se passe en cas d'échec. C'est indispensable pour que vous puissiez garder vos finances à flot et ne pas vous mettre en danger avec des frais en propre firme démesurés, où vous aurez beaucoup de mal à redresser la barre. Donc on va en déduire le ratio avant échec. Alors regardez, FundingTix, je vous ai dit, retournons sur le site principal. Je vous ai dit quand il y a souvent la bonne promo, là, c'est environ 68 $ le compte. Rappelez-vous, je vous ai dit, on reçoit 900 $ si on gagne. Calcul très simple. 900 $ divisé par 68. Je peux acheter 13 comptes. Il faut que sur ces 13 comptes, j'arrive à passer suffisamment d'évaluation pour avoir un certain nombre de comptes financés, pour que sur un compte financé, j'arrive à aller au payout. Si sur ces 13 comptes, il y en a un que j'emmène au payout, je suis à l'équilibre, je ne suis pas perdant. Faisons un calcul. Chez Bullnox, par exemple, ou oui, disons chez Bullnox. Chez Bullnox, vous voyez, sur un 50K, je peux retirer 1500 au maximum. Donc disons 1500. Le compte va me coûter, alors je ne vais pas vous montrer parce que la promo actuelle n'est pas trop en place. Il va me coûter, je rappelle, 148 d'activation. Plus en général, entre 20 et 30 $ de frais. On va arrondir à 180. Voilà. Donc je rappelle, je vais pouvoir sortir, si j'y arrive, 1500 $. 1500 $ pour un compte qui va me coûter, évaluation plus activation, 180 $. Alors là, attention, le ratio chute drastiquement. Ça veut dire qu'il faut, en plus que je réussisse l'évaluation, du coup, et que je l'active, j'aurai le droit à 8 chances, comprenant un achat d'évaluation plus un frais plus une activation de compte. J'aurai le droit à 8 chances. Évidemment, on pourrait calculer différemment. Je vais le marquer. Attention, ça va être un petit peu plus compliqué. Slash ratio de passage en évaluation. Évaluation. Métrique très importante aussi, où ça rejoint le fait qu'il faut d'abord penser à l'échec pour voir si vous allez être rentable ou non. Chez Bullnox, je vous ai dit, un des gros points forts, c'est ce schéma qui disparaît petit à petit là en propre firme d'évaluation pas chère qu'on peut passer en une fois. Donc si elle coûte 30 $ et que je peux la passer en une fois, je peux me permettre de miser sur la chance. C'est ce que beaucoup de personnes faisaient avant, notamment à l'époque d'Apex, pour ceux qui ont connu. Ça veut dire que je peux avoir un taux de passage pas terrible. Disons que j'en achète 30, enfin, j'achète 4 évals, 30 x 4 au prix de 30, j'en réussis une sur les 4. Bon, vous allez me dire, c'est pas terrible, 25% de taux de réussite.
Mais à ce prix-là, ça peut être suffisant pour être rentable. Évidemment, chez Take Profit, ça coûte 102 $. Ça va me coûter 408 $ pour en acheter 4. Là, ça m'a coûté 120. Évidemment, il y a les frais d'activation à prendre en compte. Donc imaginons, il me faut 120 $ pour réussir une évaluation. Parce que elles sont pas chères et j'ai envie de gagner du temps parce qu'on me propose de les passer en un trade. C'est un compromis que beaucoup de personnes cherchent, pouvoir passer l'évaluation rapidement pour pas y perdre du temps. Ce qui est une bonne ou une mauvaise idée, je vous laisse seul maître de ce jugement-là. Donc j'ai besoin, avec 25% de taux de passage en évaluation, si l'évaluation me coûte 30 $, j'ai besoin d'en acheter 4 pour faire 25% de taux de passage. Donc je multiplie par 4 mon coût d'achat, ça me fait 120. Maintenant, j'en ai réussi une, il va falloir que je l'active, ça me coûte 148 pour l'activer. Disons 150, on va arrondir. Ça me coûte 270. Si j'ai un taux de passage d'évaluation de 25%, et que l'évaluation sur 4 que je réussis, je l'active pour 150, ça me coûte 270. Je refais mon calcul, rappelez-vous, je peux pay out 1500 $ sur cette prop firme-là. 1500 divisé par 270, là, attention, on pourrait dire, ok, cette prop firme-là, elle est intéressante pour me diversifier un peu plus tard, quand je serai meilleur. Parce que je vais pouvoir gagner en temps précieux à passer à l'évaluation très rapidement. Par contre, attention, si je débute, que j'ai 25% de taux de passage en évaluation, ce qui est plutôt proche de la réalité pour un débutant, je n'ai le droit qu'à 5 chances, en gros, 5 ou 6 chances pour être rentable. Ça peut aller très très vite quand on débute 5 ou 6 chances. Hein. Quand on débute, peu de monde est capable d'y arriver avec si peu de chances. Rappelez-vous, chez FundingTix, le tarif faisait que j'avais le droit à 13 chances de mémoire. Et en plus, il n'y avait pas de frais d'activation. Donc, ces deux ratios qui sont très 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 importants pour vous dire, ok, est-ce que je vais y arriver et donc, dans quelle mesure j'ai le droit à l'échec ou non. Et quand vous débutez, je ne peux que vous inviter à penser d'abord à l'échec, évidemment. Quand vous allez débuter, l'échec, c'est ce que vous allez le plus connaître, hein, c'est la réalité du trading, et c'est ce qu'il faut avoir en tête en premier. Ne vous dites pas, ah, ça va être trop facile, c'est l'erreur qu'on a tous fait, s'il vous plaît, ne la faites pas. Ça va être trop facile, je vais directement aller chez Take Profit pour avoir le droit à des règles de payout qui sont super intéressantes. Ben non, parce que l'évaluation va vous coûter 102 $. Si vous avez un taux de passage même de 1 sur 5, ben vous allez vous mettre dans des frais qui sont énormes et ça va être difficile de rattraper tout ça. Et le jour où vous allez commencer à être rentable, vous allez devoir faire 1 an, 2 ans de rentabilité en fonction de à quel point vous avez perdu de l'argent en propre au début, pardon. Donc il va falloir vraiment, vraiment, vraiment penser à ça. Oula, excusez-moi. Voilà pour cette notion de ratio avant l'échec. Et il faut aussi penser du coup au taux de passage en évaluation. Très important. Passons maintenant qu'on a vu ce ratio très important. J'insiste, hein. Très 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 important. Je sais que ça fait pas rêver, mais gardez en tête cette notion. Pensez d'abord à l'échec. C'est très 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 important en propre firme. Et quand la réussite viendra, ça sera très facile. Je vais prendre mon exemple personnel, c'est pas du tout par prétention ou quoi que ce soit. J'ai dépensé très peu quand j'ai débuté. Les profs firmes coûtaient un petit peu moins cher évidemment, donc c'était facilité par ça. Mais je dépensais moins de 100 $ par mois, en moyenne 80. Et j'ai mis à peu près 1 an pour faire mon premier payout. Donc le calcul est vite fait. À coup, allez, disons 100 $ par mois. En gros, j'avais dépensé 1200 $ avant mon premier payout. Mon premier payout, c'était sur un compte 25K. À l'époque, c'était 1500. Donc j'ai mis 1 an, ce qui est rapide, pas rapide, je ne sais pas. C'est très personnel, hein, le temps pour aller à son premier payout. Peu importe. Disons, moi, j'ai mis 1 an, c'est mon cas personnel. J'avais dépensé environ 1000, 1200 peut-être. Et j'ai reçu directement 1500. C'est-à-dire que dès mon premier payout, j'étais légèrement en positif. On va dire que j'étais au point de break-even, au point de break-even, comment dire ça en français, à l'équilibre entre mes dépenses et mes gains. Et que, en gros, dès mon deuxième payout, j'allais commencer à travailler, pour générer du vrai profit. J'allais travailler pour vraiment, cette fois-ci, gagner de l'argent. Euh, Si vous avez dépensé, malheureusement, c'est ce que je vois certains faire, peut-être 500 par mois, vous vous dites, ah, j'ai des revenus à côté, je vais peut-être me permettre de dépenser plus. Et malheureusement, quand on débute, le taux d'échec, il sera le même sur 5 comptes que sur 50, évidemment.
Si vous dépensez 500 par mois, que vous mettez, par exemple, comme moi, un an à faire votre premier payout, vous allez avoir dépensé 5000, 6000. Si vous êtes dans une prop firme où le payout moyen va être, allez, on va dire 2000, vous vous êtes remboursé au tiers et vous allez redébourser de l'argent pour continuer à gagner. Et vous allez peut-être travailler dans le vide pendant 3 mois, 6 mois, un an pour récupérer ce que vous avez dépensé avant. Et peut-être que seulement après un an de rentabilité, ça aura déjà été une très belle réussite d'avoir atteint l'objectif de rentabilité sur un an. Bah, peut-être que pendant un an, vous allez trader uniquement pour aller rechercher ce point de break-even, ce point d'équilibre par rapport aux frais. Et certes, je vous dis, pensez d'abord à l'échec, ça fait pas rêver. Par contre, si vous pensez comme ça, quand vous allez commencer à gagner, vous allez être vraiment, je pense, bien content d'avoir fait ça, parce que vous allez être satisfait de générer du profit quasiment directement et de trader pour vraiment gagner de l'argent, ce qu'on a logiquement tous envie de faire, évidemment. Voilà pour un aspect très 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 important sur le budget et sur les calculs à faire pour le ratio avant échec. Voilà, je passe sur ce point. Alors, je vais ajouter un point. Alors, je vais finir. Bon, on a déjà vu, hein, constance jour mini, vous connaissez. On a la même chose parfois en financé. Regardez, exemple qui contredit ce que je viens de vous dire. Alors, ça, c'est l'appellation de l'évaluation chez eux. J'ai une constance, je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Ça, c'est l'appellation du compte financé. Regardez, j'ai pas de constance. Ça veut dire que je peux faire des très grosses journées. Et ça pourra potentiellement me créer un gros matelas de sécurité, si c'est mon choix. Par contre, je vais avoir d'autres règles de jour minimum. Regardez, chez FundingTix, je retourne dans la FAQ, je vous le montre en vidéo. Comme j'ai dit, prenez l'habitude de naviguer tout ça par vous-même. Je connais bien cette FAQ, donc je le fais forcément un peu plus vite, mais prenez cette habitude. Hop, pardon. Regardez, ils me disent... Alors, je vous ai montré tout à l'heure, je dois atteindre 2000 chez eux. C'est un objectif de payout. Par contre, je dois faire... Il y a une notion de jour minimum. Un petit peu comme... D'ailleurs, regardez, jour minimum. Je vais ajouter, j'y avais pas pensé, gain minimum. J'ai des jours minimum, 5 jours, comme Take Profit. Regardez, on me demandait... Hop, vous voyez, on me dit... Je peux pas mettre la souris dessus ici, voilà. Vous voyez, on me demande 5 jours. Là, on me demande 5 jours. Et en plus, il y a une notion qui se rajoute, là, sur ce compte financier-là, de 150 par jour minimum. C'est-à-dire qu'une journée qui m'a généré moins de 150, pour eux, on va dire, pour leur calcul, elle n'existe pas. Si je fais 50 journées avec seulement 100 $, je n'ai virtuellement aucune journée de fête. Je dois faire au moins 5 jours à 150. Donc, j'ai pas de constance. Hop, je reviens ici. J'ai pas de constance. Par contre, je dois quand même faire plusieurs jours de trading, puisqu'on m'en demande 5. Donc, l'un compense l'autre, c'est un compromis. Les compromis, c'est le nerf de la guerre en profitant. Autre exemple, take profit en compte financé. En compte financé, alors, je sais pas où est-ce que je pourrais voir ça. Je vous cherche ça rapidement. Voilà. Ils nous disent qu'il n'y a pas de jour minimum, il n'y a pas de constance. Carrément, je peux pay out le premier jour. Rappelez-vous, chez Take Profit, par contre, il y a un matelas. Énorme compromis. Je vous disais, quand je vous l'ai présenté, vous vous êtes peut-être dit, pardon, ah ouais, le matelas, ça fait vraiment pas rêver. Je dois faire 2000 auxquels j'ai même pas le droit. Attention, je vous ai dit, je vous en parle juste après, il y a un compromis derrière qui fait que, évidemment, ils n'ont pas mis cette règle-là juste pour nous faire chier. Il y a cette règle-là, elle nous donne droit en contrepartie à quelque chose d'intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des payouts tous les jours, par exemple, chez eux. Si je suis au-dessus de 2000, je n'ai pas besoin de faire un nombre de jours minimum de trading, je n'ai pas besoin de faire un gain minimum. Si je fais 2100, donc 100 $ au-dessus de 2000, ben je peux retirer 100 $. Le lendemain, il me restera 2000. Si je fais que 50, voilà, c'était une mauvaise journée, ben je peux retirer 50. Voilà, il n'y a pas de constance. Si maintenant, je prends un peu plus de risques et je fais une très belle journée, je fais 1500, et ben je vais pouvoir retirer 1500 une fois que j'ai fait mon matelas. Donc voilà, n'oubliez pas cet aspect de compromis. Oui, il y a un matelas,
Ne vous dites pas bêtement, ah, il y a un matelas, c'est pas intéressant. Ok, il y a un matelas, réfléchissez par vous-même à ce qu'il y a derrière, qui fait que ça pourrait peut-être compenser ce bémol. Voilà. Donc sizing maximum équivalent, je repasse pas dessus. Comme j'ai dit, il y a certaines prop firmes où une fois en compte financé, ça change. À vous de voir en fonction des règles. Ensuite, type de drawdown, je repasse rapidement. On était sur Take Profit, c'est parfait. Regardez, type de drawdown. Ici, c'est marqué EOD, donc End of Day, je rappelle. Si vous voulez voir ce que c'est, regardez plutôt dans la vidéo. On en a parlé juste avant. J'ai un drawdown End of Day sur l'évaluation. Attention, en compte financé, regardez. Je vais voir la FAQ du Pro Account, le compte financé. Voilà, ils me disent qu'une fois que je suis sur un Pro Account, donc c'est l'appellation d'un compte financé chez eux, j'ai un drawdown intraday. Intraday, qu'est-ce que c'est? C'est un drawdown suiveur, un trailing drawdown. On pourrait préciser ça plus simplement, voilà, suiveur en français. Attention, il y a un compromis. Je vous ai dit, il y avait le matelas, c'est pas terrible. Par contre, je peux pay out du premier jour, il n'y a pas de constance, pas de gain minimum. Ok, super compromis. Par contre, attention, il y a un autre compromis qui fait que le drawdown va me suivre dans mes trades. Parce qu'évidemment, vous pouvez pay out au premier jour, donc ils vont vous mettre une règle pour se protéger. C'est le jeu. Le nerf de la guerre, c'est les compromis. À vous d'analyser ça. C'est pour ça que c'est très important que vous puissiez analyser par vous-même. Parce que ces réflexions-là, vous ne pourrez pas les avoir à travers le raisonnement de quelqu'un que vous suivez sur Internet, un influenceur, etc. Il va falloir que vous puissiez réfléchir à ça par vous-même. C'est très important. Take Profit, bon, on s'en fiche de la profit en moi-même. Je te rappelle, c'est pas le but de la vidéo. Mais au niveau des compromis, c'est un très bon exemple. Il y a des aspects entre guillemets très mauvais et il y a des aspects qui sont entre guillemets incroyables comparé à d'autres prop firmes, pour les règles de payout par exemple. Donc c'est un concept qui est très intéressant. Daily loss, pareil, n'en parlons pas, c'est la même chose qu'en évaluation. Il peut y en avoir. Le profit split, on en a déjà parlé. Maintenant, je ne l'ai pas abordé jusqu'ici. Est-ce que ça serait pas au final le plus important? Type de règles au pluriel, ou alors disons plutôt type de structure de payout. Puisque les règles de payout, on les a déjà vues un petit peu. La constance, les jours minimum, le gain minimum. Est-ce que j'ai un matelas? Ça rentre en compte pour les règles de payout, évidemment. Maintenant, type de structure de payout. Moi, je vais aller prendre Futures Desk en exemple. Futures Desk, c'est une propre firme avec une évaluation qui est très difficile, regardez. Je vous montre ici. Petit compte. On me demande de... Attendez, je vais vous faire rapidement, vous inquiétez pas de ce que je fais, vous en préoccupez pas. Hop, regardez, ici on me demande de faire 1500 avec 1500 de pertes. Regardez ici, j'ai 1500 de pertes, on me demande de faire 2650. Là où ici on me demandait de faire 1500 pour 1500. Là pour 1500 de pertes, on me demande de faire 2650. Ça paraît stupide sur le papier, ça paraît bien trop difficile. Bah, la réalité c'est que Futures Desk par exemple, allez, je vais pas dire à l'échelle de l'industrie, mais dans celle que j'ai choisie, c'est de loin l'évaluation, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'évaluation la plus dure que je vous présente, là, de très 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 loin, regardez. Ce ratio, il est catastrophique. Par exemple, Funding Ticks, je vous disais, très bon ratio. J'ai 2000 de pertes pour 2500 de profit. Regardez si je fais un compte avec 2000 de pertes, hop, 2000. On me demande de faire 3500. On me demande de faire 1000 dollars de plus. Vous allez me dire, je suis en train de faire que critiquer l'offre. Vous avez compris, il y a un compromis derrière. Le compromis, il est énorme chez eux. Quand je réussis cette évaluation, je vais derrière, sous quelques règles, on ne va pas rentrer en détail, c'est pas une vidéo de présentation de cette propre firme-là, mais je vais avoir accès quasiment à un compte live. Un compte live, c'est un vrai compte avec du vrai capital, je suis sur les vrais marchés. Qu'est-ce que ça me donne comme compromis qui est intéressant pour contrebalancer cette éval qui est horrible à passer, c'est la plus difficile que je connaisse. Qu'est-ce que ça me donne comme atout? Regardez. On va aller voir la FAQ ensemble. Je coupe pas la vidéo, on va aller voir ça ensemble. Compte financé. Vous voyez, je vais être en live. Brokerage, c'est un broker, c'est le courtier. Je vais être dehors de l'argent chez un vrai courtier. La propre on va m'ouvrir un compte chez un vrai courtier. Comme presque entre guillemets, bon, le parallèle est un peu simple, mais comme si j'étais un trader en banque et que la banque me confie du vrai argent. C'est un petit peu ça. On est sur entre guillemets, du vrai trading. Qu'est-ce que ça me donne comme règle intéressante? Regardez, je peux faire des payouts tous les jours. Pour un minimum de 100 dollars, c'est tout petit. Regardez, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de règle de trading, regardez. Règle de trading, alors c'est précisé un peu mieux ici.
Pour ceux qui connaissent, quand vous débutez, ça va pas trop vous parler. Regardez, je peux tout faire. Je peux faire du scalping, même très court. Je peux trader avec des bots et des algorithmes. Ça, c'est souvent interdit en prop firm. Je peux faire du DCA, renforcer des positions perdantes. Je peux trader les news, souvent interdit ça en prop firm. Je peux sizer comme je veux, très gros, très petit. Je peux faire du hedging. Attention, le hedging, c'est interdit dans toutes les prop firms habituellement. Là, sur certaines mesures, je peux faire du hedging. Pourquoi c'est autorisé? Parce que j'ai une évaluation très difficile. Pourquoi elle est très difficile? Parce que je vais être en compte live. Et en compte live, ces choses-là, elles sont autorisées. C'est plutôt logique en compte live. La prop firm a tout intérêt à vouloir me voir gagner. Donc le compromis est énorme. Et je peux retirer tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Hop, je retourne ici, pardon. Compromis, c'est pas si cher. L'évaluation est très difficile. Mais si je paye 59 $, potentiellement, si je réussis cette évaluation, attention, c'est pas une tâche simple de réussir cette évaluation. On va me donner 1000 $ de vrai capital en live. Si vous faites le calcul, alors je l'ai pas mis là, mais ça pourrait rejoindre un petit peu peut-être le ratio de target de payout pour drawdown éventuellement, ou plutôt le ratio de passage en évaluation, disons. C'est un petit peu près ça. Là, c'est une offre à part, c'est une offre de type compte live. Je paye 59 pour qu'on me dépose potentiellement 1000 $ sur un vrai compte. L'évaluation est très difficile, je me répète, mais j'ai un compromis derrière très 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 intéressant. Du coup, j'ai un type de structure de payout qu'on va appeler de type compte live. Qu'est-ce que j'ai pas pris en exemple? Allons sur Bullnox, tiens. Bullnox, j'ai une structure de payout un peu plus type compte simulé. Disons compte simulé. Vous voyez, on me demande 10 jours de trading. On me demande un objectif une target, un objectif de gain qui est assez haut. Et je pourrais retirer une fois 1500. Donc on est sur une structure de payout plutôt type compte simulé avec un nombre de jours minimum à faire et un gain à faire. Là où sur une structure de payout type live, je vais plutôt retirer tous les jours 150 $. Par exemple, je vais retirer 10 jours de suite 150 $. Mais l'évaluation va être plus difficile. Là, chez Bullnox, je dois faire 10 jours pour au total retirer 1500 d'un coup. C'est un compromis. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Je ne sais pas. À vous de voir. Take Profit, un peu la licorne à part. Je vais être en simulé sur du faux argent, entre guillemets, un compte de démonstration. C'est de l'argent simulé. J'en ai parlé au début de la vidéo. Mais je vais pouvoir retirer au-dessus du matelas tous les jours aussi. À l'inverse, FuturesDesk, j'ai pas besoin d'être au-dessus du matelas pour retirer tous les jours. Voilà, encore un compromis. Voilà pour le type de structure de payout. FundingTix, par exemple. Retournons dans la FAQ, je vous l'ai montré juste avant, j'aurais dû y rester. Hop. Allons voir ça rapidement. Là, il y a un petit peu de tout. On me demande, comme j'ai montré tout à l'heure, 5 jours avec un gain minimum pour retirer 1000 $. Une fois que j'ai atteint 2000. Donc, il n'y a pas de matelas, j'atteins 2000, je peux retirer 1000 avec des jours minimum. Je suis un peu entre les deux, disons. Voilà pour une structure de payout un petit peu encore différente. D'ailleurs, on va organiser ça un petit peu mieux. Je l'avais préparé, en plus, je ne l'ai pas utilisé. Regardez, on va faire ça. On va mettre ça à part. Le payout, profit split, c'est pour le payout. Type de structure de payout, évidemment, ça y est aussi. Constance, jour minimum, oui, pourquoi pas. Ça irait peut-être plutôt au lieu d'être dans cette case-là. Voilà. Ça sera plus présentable comme ça. On peut y mettre le matelas aussi, d'ailleurs. Hop, voilà, c'est un peu mieux organisé. Je repasserai dessus à la fin, évidemment, pour ceux qui veulent tout revoir. Ensuite, on va parler d'un point. Je vais le mettre dans les à côté. Passage live. Alors, si vous débutez, ça va être une notion peut-être un petit peu obscure, et de toute façon, vous n'allez pas être concerné tout de suite. Ça fait partie des choses qui ont beaucoup changé en 2025. Il y a des prop firms qui vous faisaient trader sur des comptes, comme j'ai dit, simulés, entre guillemets, des faux comptes avec de l'argent qui n'existe pas vraiment. Vous ne tradez pas vraiment sur les vrais marchés, vos ordres ne sont pas transmis au monde extérieur, disons. Mais de plus en plus, et surtout depuis 2025, il y a des prop firms qui vont vous passer en live. Je vous ai dit, FuturesDesk, c'est une prop firm où vous passez l'évaluation pour être en live directement. Chez les autres, par exemple, chez FundingTix,
vous n'allez passer en live que après un certain gain. Chez FFN, par exemple, vous allez passer live après avoir fait 5000. Vous voyez, ils vous disent, une fois que vous avez fait 5000 de retrait, vous allez passer sur un compte financé live. Qu'est-ce que c'est le passage en live? Ça va être le stade où vous allez commencer à être régulier et à gagner beaucoup. La prop firme va vouloir vous envoyer générer de l'argent sur les vrais marchés cette fois-ci, pour qu'elle ne vous paye plus avec sa trésorerie à elle. Vous allez vous payer vous-même en fait, en générant votre argent sur les vrais marchés, donc vous allez en extraire de l'argent, je ne sais pas si le terme est bon, mais ça sera un peu plus imagé. Et la prop firme, elle, prendra son profit split habituel, prendra sa part des gains. Le passage en live, il est très 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 important à prendre en compte, surtout pas sur ces nouvelles prop firmes, mais sur cette phase 2.0 qu'on est en train de vivre en prop firme, il est très important, parce que le passage en live, il peut donner lieu euh, comment dire, à une diminution du levier auquel vous aviez droit. Il y a des prop firmes qui vont vous passer live. Quand vous étiez sur le compte initial simulé, vous aviez droit à des belles tailles de position, pour ceux qui aiment trader un peu gros. Une fois passé live, attention, on vous passe live avec tellement peu, entre guillemets, que si c'était votre seule prop firme et que vous en viviez, bah une fois en live, vous allez peut-être pouvoir trader 2 fois, 3 fois, 5 fois moins de contrats, des tailles de position 5 fois moins grosses. Ça va forcément du coup beaucoup influer sur vos gains moyens mensuels, disons. Donc passage live, il y a des conditions. Euh, Montant et levier. Par levier, j'entends à combien de contrats vous avez droit en futur, par exemple. Euh, on parle de cap souvent. Ouais, je vais laisser en anglais. Vous allez le retrouver dans la FAQ. Souvent, le cap, c'est le. Par exemple, on va vous dire chez Xprop Firm, quand vous avez gagné 50 000 sur vos comptes simulés, attention, on va sérieusement réfléchir à vous passer live. On va vous envoyer générer de l'argent pour de vrai sur les vrais marchés, maintenant que vous avez très 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 largement fait vos preuves. C'est un point aussi très important. Ensuite, je vais rajouter, alors je l'explique, ça va être un petit peu confus écrit comme ça, mes conditions. Il y a des prop firmes, beaucoup d'ailleurs, où on dit que c'est à la discrétion de la prop firme de vous passer live. C'est pas parce que vous avez atteint un cap, un seuil, que vous allez forcément passer live. Et c'est pas parce que vous n'avez pas encore atteint ce cap que vous ne pouvez pas passer live. Le passage live, c'est souvent un sujet compliqué qui fait beaucoup de déçus parfois, parce que vous êtes parfois passé live prématurément. Là, vous voyez, ils nous disent, bon, c'est sûr que là, avant 5000 de gains, vous passerez pas live. Par contre, ils vous disent, regardez, être moved, être bougé vers un compte live, c'est à la discrétion de la personne qui gère le risk manager. Donc vous savez à partir de quand vous passez live, 5000, pas avant, c'est pas possible, par exemple chez FFN. Mais à 5000 et quelques, vous n'êtes pas sûr quand vous les dépassez de passer live directement. Euh, à l'inverse, chez Bullnox, par exemple, on parle très peu de passage en live. La prop firme se suffit à elle-même en simulé, par exemple. À l'inverse, chez Take Profit, voilà. Hop. On va vous dire que, alors, si vous avez retiré de manière conséquente et régulière, de manière régulière et conséquente des profits sur une période, sur une durée étendue, ou que vous avez retiré, vous avez fait une fois 10 000 $, un des deux, on va surtout s'attarder sur ce point-là. C'est pas clair. J'ai retiré de façon constante des profits, certains pas mal de profits, sur une grande période de temps. C'est pas plus défini que ça. Pourquoi c'est pas plus défini que ça? Parce que tous les styles de trading ne sont pas propices à être passés live, ou certains moins ou plus que d'autres. Il y a des personnes qui prennent beaucoup de risques, d'autres qui prennent très peu de risques. Il y a des personnes qui sont très inconstantes, qui font des très gros gains, puis des très grosses pertes. Ça, en simulé, c'est pas du tout un souci. On le fait tous. En live, la prop firme va réfléchir ou non à comment gérer votre cas, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des prop firmes, beaucoup d'ailleurs, où c'est un petit peu, elle se laisse un flou en fait pour être maître du passage en live. Regardez sur Funnytix par exemple. Chez Funnytix par exemple, il n'y a pas trop de cap. Je vous ai montré chez FFN, c'est 5000. Là chez Funnytix, il n'y a pas de cap. Par contre, ils vous disent,
Comme vous allez être constant dans vos performances, rewards, c'est vos payouts, vos gains que vous retirez, l'équipe de gestion du risque va vous contacter. Et vous ne pourrez pas refuser. Alors, vous ne pourrez pas demander à passer live prématurément et vous ne pourrez pas refuser de passer live. Autrement, vous serez banni, entre guillemets. Autre point important, je disais le montant et le levier. Vous voyez, ils nous disent là, si j'avais des comptes 50 000, je vais pouvoir transférer jusqu'à 7500 de balance que j'avais sur un compte 50 000. Donc si j'avais 7600, il y a 100 dollars qui partent en fumée. En gros, j'ai jusqu'à 7500 de montant de mon compte 50 000 qui passe en live. Ouais, ils nous disent 15% de la taille du compte. Donc 15% de 50 000. Si j'avais 53 000 sur mon compte au moment de passer live, bon, bah, je suis dans les clous. On me passera live avec 3 000. Si j'avais 5 comptes avec seulement 1000, on me passera live avec 5 000 de gains. Enfin, de balance de départ. Et on m'ajustera en fonction, ça rejoint ce que je disais ici, on m'ajustera en fonction le levier. En futur, 5000 de matelas, enfin de balance de départ, disons que vous aurez peut-être le droit à, je sais pas, à 3, 4, 5 mini. Ça dépend de leurs règles à eux, de leur gestion du risque. Mais c'est une notion très importante. Ne vous en préoccupez pas au début, surtout si vous débutez, parce que vous aurez largement le temps de gagner de façon, par le parcours classique simulé, disons. Mais c'est un aspect pour les personnes plus régulières, plus expérimentées, qui est très important aussi. Allez voir si vous gagnez beaucoup ou rapidement de façon régulière, quelle balance vous allez avoir le droit, à laquelle vous allez avoir droit. Quel levier, est-ce qu'on va vous changer beaucoup votre levier? Est-ce qu'il va y avoir des conditions différentes de payout, etc., etc., etc. Autre aspect important pour le compte live, j'y pense, il nous en parle ici, pardon. Si vous cramez le compte live, qu'est-ce qui se passe? Ban, voilà, on va marquer ban. Quand vous cramez un compte live, vous cramez de l'argent que la prof firme vous a confié, du vrai argent. Elle a déposé de l'argent sur un compte, elle a fait un virement, entre guillemets, elle a déposé son argent à elle. Si vous cramez le compte, qu'est-ce qui se passe? En fonction de la façon dont vous l'avez cramé, on vous réaccepte, on vous bannit définitivement, on vous bannit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tout est possible, ça dépend des profs firmes. Par exemple, chez Futures Desk, je sais que vous êtes généralement, entre guillemets, c'est leur propos, vous êtes généralement banni 6 mois par exemple. Chez Fundingtix, ils nous disent, si vous liquidez le compte live, donc si vous le cramez, ils vont vous contacter pour savoir si vous pouvez, voilà, ils nous disent hunter back, c'est pour savoir si on peut revenir. Si vous l'avez cramé du premier coup, sans aucun payout, le premier jour avec un trade trop risqué, ben, peut-être qu'on vous autorisera pas à revenir, ou que dans 6 mois, que dans 1 an. Si vous aviez fait pas mal de retraits, que vous l'avez cramé sur une mauvaise série d'échecs qui se dilue sur plusieurs semaines, ils vont peut-être se dire, ok, bon, il a eu un échec, mais il a quand même généré pas mal de payouts. Ça reste un bon trader, ça vaudrait le coup que je le réaccepte dans le parcours de ma prof firme, par exemple. C'est un aspect très 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 important. Est-ce qu'à l'issue de vos gains en simulé, et votre passage en live, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça, c'est très 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 important. Est-ce que vous allez pouvoir trader 1 mois dans la prof firme si vous êtes très bon ou 5 ans? C'est un aspect très important si vous avez envie ou non de vous investir financièrement, psychologiquement et en investissement de temps surtout dans une prof firme ou non. Voilà pour cet aspect très important du live. On va arriver sur une conclusion de vidéo. Je vais faire un dernier exercice pour arriver vers la conclusion. Je vais aller sur un site là qui regroupe un petit peu des prop firmes. Je vais prendre une prop firme alors que je connais un minimum évidemment. Prenons Funded Next par exemple. Regardez, allons voir Funded Next, que je connais de nom brièvement, voilà, qui propose une offre en futur. On va aller voir comment est-ce qu'on pourrait, avec ce qu'on a appris là, les ratios, les métriques qu'on a appris, comment est-ce qu'on pourrait comparer ça. Alors déjà, je regarde en haut, on me dit, j'ai une promo de 25%, donc allons voir les comptes. Alors moi, je sais un petit peu que ce compte-là est pas trop mal. On me dit que j'ai une promo de 25%, donc j'enlève 15 dollars. Bon, ok, j'ai un compte qui coûte un peu plus de 100 dollars. Ok. Le ratio, il est dans la norme. 3000, 2000, très standard. C'est ce qu'on a vu, regardez. 3000, 2000, c'est ici. Chez FFN, je le sais de tête. 3000, 2000.
pareil. Euh, Funding Tick, c'est un petit peu mieux. C'est 2500, 2000. Hop, je vous remontre. Un petit peu mieux. Bon, là, c'est 3000, 2000. Ok, ça me choque pas. C'est ni bien ni mal. C'est pas, ça me donne pas envie de pas trader. Enfin, ça me décourage pas de trader chez eux. Il n'y a pas de daily loss, on en a parlé. Ok, tant mieux. Il n'y a pas de frais d'activation. Ok, tant mieux. Euh, Tenez, regardez. Position en challenge. J'ai pas l'équivalence micro-mini. J'en parlais, on a l'exemple. J'ai 3 mini, mais seulement 15 micros. Ça, c'est dommage. Ça veut dire qu'on préfère me voir trader de façon très agressive, de façon bourrine, entre guillemets, comme on dit souvent. Alors que si je veux prendre mon temps en micro, j'en ai un petit peu moins. Attention, je disais le sizing, regardez, je l'avais mis là. Parfois, ça change une fois en financier. Ben là, c'est le cas. Regardez, en financier, j'aurai le droit à un peu plus de contrats. On pourrait se dire pourquoi ils ont peut-être envie de me voir passer l'évaluation de façon assez rigoureuse, que je fasse mes preuves. Et une fois en financé, on me récompensera avec un accès à un plus gros levier. Mais j'ai toujours une équivalence micro-mini de 50%. Vous voyez, 5 mini, j'ai pas le droit à 50 micros, j'ai le droit à la moitié. Il y a une constance, ok, plutôt standard. La norme est à la constance en ce moment en évaluation chez beaucoup de prop firmes qui sont intéressantes. Voilà pour l'évaluation. L'évaluation, elle est ni bien ni mal. Là, je vois aucun aspect qui me fait dire non, je veux surtout pas trader chez eux. L'aspect principal, là, ça va être le prix. Hop là, avec la promo, le prix, on m'avait dit en haut là 25%, ça fait 112 $. J'ai fait le petit calcul, ça fait 112 $. Ok. En comparaison, je connais pas mal d'autres propres firmes, je me dis 112 $ en paiement unique, c'est dans la partie supérieure des budgets que je connais. Regardez ici, on était sur 68 $ avec la promo, ici on est sur 102 $. Une des plus chères que je vous ai, que j'ai utilisé en exemple. Là, on est encore un petit peu plus cher, Phone Next, on est à 112. FFN, 75 $. Lucide, par exemple, je l'avais pris au hasard. 74, 75 $, pareil. Là, 112. Ok, c'est un peu plus cher. Par contre, je vais pas me dire, ah non, c'est trop cher, je veux pas trader chez eux. Je vais aller voir, est-ce qu'il y a des compromis intéressants? Puisque les règles d'évaluation ne me déplaisent pas particulièrement. Il n'y a rien qui fait que c'est mauvais ou très très bon. Là, pour le moment, j'ai un bémol, c'est le tarif, 112. Allons voir la FAQ pour voir un petit peu quelles sont les règles de payout, les règles en, en compte financé. Alors, allons voir paiement et retrait. Les critères d'éligibilité. Alors, on me dit, je dois faire un montant minimum de... alors, j'avais pris en exemple un compte 50K, donc on me dit de montant minimum de 250. Ok, le retrait minimum est pas très haut, ça peut être intéressant. Potentiellement, certes, je paye quand même assez cher à l'entrée, mais on me demande pas de faire des sommes énormes. Je peux assez vite me rembourser. C'est-à-dire que je peux assez vite accéder de façon moins risquée à ce ratio-là, à ce ratio qui m'intéresse, potentiellement. Je découvre les règles, donc j'en suis au début. Ok, j'ai une constance en évaluation. Je me dis, c'est dommage, tiens, les profs firmes dans ces prix-là, par exemple Take Profit, il n'y a pas de constance sur mon compte financier, pardon. À voir, est-ce qu'il n'y a pas un compromis chez Phonenex qui fait que la constance ne me dérange pas? Allons voir ça. Hop, j'ai changé de page. Alors 250, c'est la page sur laquelle j'étais, c'est pas très malin. Je connais très mal, hein. Je découvre la FAQ en même temps que vous, c'est très bien. Euh, Hop, quand puis-je recevoir? Alors, critères de bonus. La constance, on l'a vu, c'est 40%. Tiens, ah tiens, on me parle de jour minimum. Alors allons voir, qu'est-ce qu'ils me disent? Ok, sur un compte 50K, c'est ce que j'avais pris en exemple pour 112 $, on me dit jour minimum 200 $. Ah, c'est dommage, c'est un peu plus que Fundingtix, rappelez-vous, c'était 150. Ok. Euh, Intéressant. Bon, ok, un petit bémol, à voir s'il y a un compromis qui me plaît. On me dit que je peux retirer 50% en gros, puisqu'on me dit que je dois accumuler au moins 500 $, pardon, pour avoir le droit de retirer 250. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas mal. J'ai pas besoin de faire un montant énorme comme Bullnox par exemple. Bullnox, rappelez-vous, je dois faire au moins 3600 pour commencer à retirer.
Là, potentiellement, à 500 dollars, alors certes, le payout sera pas très gros, mais je peux me rembourser. Si j'ai besoin d'argent, j'ai des soucis d'argent ce mois-ci, hop, je me rembourse, je peux sortir un petit gain. Ça peut être intéressant aussi. Hop, me voilà sur une autre page avec d'autres règles. Alors sur ce compte-là, on me dit... Alors j'ai confondu, je crois, entre les comptes. Je vous avoue, je connais pas très bien. Vous me corrigerez si vous connaissez Fund Next. On va voir, j'ai peut-être fait des erreurs. Ça sera un bon exemple. On me dit sur le compte rapide, c'est celui que j'ai pris en exemple, on me dit en fait, il n'y a pas de jour minimum. Euh, Mais, enfin, le jour de référence, il n'y a pas de gain minimum de jour minimum. Par contre, il y a une constance de 40%. Rappelez-vous, une constance de 40%, ça implique forcément un nombre de jours minimum indirectement. Euh, On me dit que je dois retirer, donc ça on a vu, 250 minimum. Voilà, 250 minimum, on a vu. Ah, là, il y a un retrait maximum, ok. 1500 par retrait, c'est pas horrible. C'est pas horrible, c'est dans une moyenne, peut-être même une moyenne haute, comparé à d'autres propres firmes. Là, ils me disent, tiens, après 5 retraits, ce plafond n'existe plus. 1500, donc après 5 retraits, j'ai le plafond qui saute. Tiens, intéressant. La propre firme est un peu chère, par contre, j'ai pas de profit split. Ça veut dire que si je performe, je peux me dire, ok, c'est un peu plus cher, pas grave, je me sens capable. J'aurai pas de profit split qui va réduire mes gains. Euh, Ensuite, attention, là on me dit, ah tiens, après mon premier retrait, la perte maximale, le drawdown, il va bouger à la balance initiale. Ça veut dire qu'on ne me demande pas de créer de matelas, mais si je veux garder mon compte pour plus d'un retrait, je dois créer un semblant de matelas, un minimum. Ok, mais est-ce que ça serait pas dommage pour le prix de devoir faire un matelas? Je sais pas, à vous de comparer. Moi, si je prends mon exemple à moi, disons ma conclusion, alors j'ai regardé les règles très rapidement, évidemment. Faudra aller bien plus en profondeur, notamment regarder, c'est très important, les règles sur les stratégies de trading autorisées, évidemment, c'est un des points majeurs. Mais là, moi, ma conclusion, ça serait ok, c'est un peu cher. Je suis obligé de faire du matelas si je veux que le compte dure. Au prix où coûte le compte, j'ai envie de faire un matelas parce que j'ai pas envie de pouvoir faire qu'un seul retrait. Mais il n'y a pas de profit split. Le seuil peut sauter assez rapidement. Je me dis ok, en premier choix, je pense que ça serait mauvais pour moi. Je m'en sentirais pas capable. Si je performe dans deux trois autres profils à côté, ok, en troisième, quatrième, cinquième choix, ça peut être une très belle opportunité pour commencer à scaler mes profits de façon intéressante. Puisque j'ai pas de profit split, le seuil peut sauter. Si je gagne dans d'autres profs firmes, le prix d'entrée qui est un peu élevé, c'est anecdotique, puisque je paye avec l'argent gagné dans d'autres profs firmes. Donc, dans une certaine mesure, tant que c'est pas démesuré, je me fiche un petit peu que le prix d'entrée soit voilà, 30, 40, 50 dollars plus cher qu'ailleurs, c'est pas dramatique. Si je viens de retirer 2000, 3000 ailleurs, il n'y a pas de souci. Voilà, là, ça serait ma conclusion personnelle rapide. Je connais pas très bien Fund Next, je suis certain qu'il y a des personnes qui regarderont la vidéo qui connaissent bien mieux, qui se diront ah par contre t'as pas vu ça, ça fait que c'est peut-être plus intéressant que ce que t'as dit. Ou par contre t'as pas vu ça, attention pour ce style de trading, bah en fait oublie, c'est mort pour toi, tu pourras pas faire ce que t'aimes faire, etc. Et du coup je venais d'en parler, on pourrait le mettre dans un des derniers points pour conclure, mettons ça dans les à côté. Stratégie de trading. C'est souvent, bah, du coup je vais faire l'effort d'aller voir. Allons chercher ça. Euh, Règles et directives de trading, j'imagine que c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'intéressant? Stratégie de trading interdite. Alors, exploitation des erreurs de plateforme, plutôt standard. Partage de compte, évidemment, c'est interdit. Roulement de compte, ok, intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, ils nous disent, alors là, attention, c'est pas défini très clairement. Ils nous disent si. Regardez, ils nous disent si vous achetez plusieurs comptes dans l'intention de les réussir rapidement. Rappelez-vous, vous avez vous ai dit en début de vidéo, il y a un petit changement quand même en Propium en 2025, un gros changement. Où avant, les comptes coûtaient beaucoup moins cher, on pouvait se permettre de faire un gros roulement de compte. Vous voyez, c'est le terme qu'ils utilisent ici. Là, attention,
Ils nous disent, je vous disais, on peut se reposer sur la chance quand ça coûte pas trop cher. Là, ils nous disent l'approche de probabilité. Cela ressemble plus à un jeu de hasard. Ok. Moi, je comprends la règle, je comprends qu'ils se protègent de ça. Par contre, je me dis, ok, c'est pas défini. On me donne pas de chiffres clairs. Si j'ai du budget et que j'ai envie d'acheter beaucoup de comptes, ben, même si je suis pas là pour pousser la chance, forcer la chance, est-ce que je vais pas tomber sous la coupe de cette règle, par exemple? Là, je me dis, ok, attention, cette règle-là, elle est pas très bien définie. Est-ce que ça va pas être dangereux pour moi? Ensuite, exploitation du spam, trading coordonné, bon, ça, c'est assez basique. Abuser d'un flux de données lent, pareil, c'est assez basique, c'est des abus qui sont interdits partout. Attention, alors renversement de compte, c'est mal traduit. Euh, En gros, ils vont vous dire, regarde, rappelez-vous, chez Futures Desk, je vous ai dit, Futures Desk, pardon, ils vous passent en live, quasiment tout est possible. Regardez, il nous disait ici, euh, sizing dynamique, ça veut dire quoi? Je peux trader 2 mini comme un gros bourrin, et le lendemain de me dire, oh, je le sens pas, je vais trader qu'un micro. À l'inverse, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Exécution incohérente des contrats. Utilisation d'une marge élevée, donc disons 2 mini par exemple, je reprends mon exemple, pour faire croître et exploser rapidement les comptes, enfin exploser les comptes, faire grossir la balance drastiquement. Et ensuite, tiens, je vais, comme par hasard, utiliser un tout petit levier pour me rapprocher d'un objectif de payout par exemple. Ça, c'est interdit. Règle dont je comprends tout à fait l'interdiction. On peut dire que c'est plutôt logique. Ça rend pas la propre firme mauvaise pour autant, je m'arrête pas à ce point-là. Mais c'est à garder en tête. Je me dis pourquoi pas. Ça peut être pénalisant si j'ai l'habitude de faire ça. Donc si j'ai l'habitude de faire ça, là où Next plaira à beaucoup, si c'est un truc que moi je fais, par exemple, je donne un exemple, bah Next, pour moi, ça sera pas le cas. Même si une personne m'a dit ah tu devrais essayer, c'est vraiment bien. Mais il y a des compromis, ça peut pas plaire à tout le monde. Copy trading, bon, assez standard. Tiens, micro-scalping. Moi, par exemple, je fais du scalping, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on me dit? Tiens, consultez ici. On a un petit détail supplémentaire. Alors, ils me disent, voilà, par exemple, ça j'aime bien, c'est bien défini. 40% de mes profits, euh, enfin, alors, des trades de moins de 10 secondes ne peuvent pas générer plus de 40% de mes profits. Là, au moins, c'est clair. Je sais à quoi m'en tenir. Si je suis quelqu'un qui fait du scalping très rapide, c'est un petit peu le cas d'ailleurs pour mon cas personnel, ben, je sais précisément comment être dans les clous, disons. Ça, c'est une règle que je comprends tout à fait, j'ai rien contre. Elle est logique, ça permet des abus euh, qui sont normales à interdire, mais au moins on me donne un cadre qui est bien défini. Ça me plaît par exemple. Voilà pour le petit exemple de comment voir les stratégies de trading. Dans une autre mesure, on pourrait voir... alors ils en parlent pas ici. Il y a des prop firms où on va vous interdire de trader sans stop loss. Il y a des prop firms où on va vous interdire de rajouter des contrats quand vous êtes sur une position perdante, par exemple. Des aspects très 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 importants, excusez-moi, des aspects très importants pour savoir si votre style de trading est compatible ou non avec la prop firm que vous êtes en train de comparer. Euh, je reprends l'exemple pour conclure, quelqu'un va vous dire ah mais cette prop firm là tu devrais l'essayer, elle est vraiment très intéressante, moi je me régale, c'est pas cher, je paye out régulièrement. Ok mais peut-être que cette personne là elle a un style de trading un peu plus lent. Et vous, vous faites du scalping. Ah bah ça coince. Ok, c'est pas cher, ok, c'est intéressant. Mais pour vous, bah, vous pouvez pas vous ranger derrière l'avis d'une personne externe. Il va falloir que vous regardiez pour vous, pour votre trading à vous, les règles spécifiquement. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de la vidéo. Ça va faire une vidéo d'1h30, hein, je vous avais dit, ça allait être très long. N'hésitez pas à re-regarder certaines parties. On va se faire un petit résumé pour conclure, les à côté. J'aborde ma propre firme, très basique, je ne l'ai pas fait là parce que je sais que je ne suis pas embêté par ça, mais je regarde d'abord si vous êtes concerné, est-ce que je suis dans un pays autorisé, est-ce que c'est payé d'une façon qui me plaît, et dont à laquelle j'ai droit. Euh, Est-ce qu'il y a des plateformes et ou un flux de données? Il peut y en avoir plusieurs, il y a des profils qui proposent plusieurs flux de données qui me convient. Si je débute, surtout si je débute, est-ce que le support client est correct?
Est-ce que le site, le dashboard me permet de suivre mes comptes comme j'aime le faire? Est-ce que le budget, alors le budget dit comme ça, c'est assez vague, il faut prendre en compte les ratios que vous verrez juste après. Ensuite, si je suis quelqu'un de déjà plutôt rentable, où je sais que je vais rapidement aller dans une propre firme, le passage en live, très important, j'ai besoin d'y réfléchir. Ensuite, si je sais que j'ai des stratégies de trading qui sont parfois pas tolérées ou mal cadrées, ça, il faut que j'y fasse très attention. Ensuite, comparé au coût, ça rejoint le coût. Je vais regarder mon évaluation. Est-ce que ça vaut le coup que mon évaluation soit un peu difficile, avec un ratio difficile? Est-ce que j'ai pour compromis d'avoir un compte financier très intéressant derrière? Avec le ratio, la constance, le jour minimum. Est-ce que j'ai un sizing qui me convient? Point très important. Est-ce que le drawdown me plaît? Est-ce que le drawdown change en fonction du type de compte? Très 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 important. Est-ce qu'il y a une daily loss? Est-ce que je suis prêt à accepter la daily loss? Est-ce que c'est une activation? Est-ce que c'est un paiement unique? Ça rejoint le coût et ça rejoint, j'y arrive juste après. Je saute, donc ratio de target, on a vu. Le coût, ça rejoint, est-ce que j'ai le droit à l'erreur? Est-ce qu'en tant que débutant, j'ai le droit, je reprends mes calculs, j'ai le droit à 13 chances ou à 5 chances? On passe du simple au double, très important. Est-ce que avec un ratio de passage en évaluation très mauvais ou très bon, de quelle façon je m'en sors? Ensuite, est-ce que le sizing change? Est-ce que, en tant que trader de micro, je vais avoir un problème avec l'équivalence? Type de drawdown, je l'ai remis, daily loss, je l'ai remis. Ensuite, payout, profit split, bon, profit split, on peut rien y faire. Ça vaut le coup d'être comparé. Si vous hésitez entre deux propres firmes, ça peut être un petit aspect qui fait pencher la balance. Malheureusement, on peut rien y faire. Profit split, il est là quasiment partout. Bon, c'est comme ça. Type de structure de payout, très intéressante. Très intéressant comme point, pardon. Est-ce que je préfère retirer des tout petits gains, mais très réguliers, voire tous les jours par exemple? Est-ce que je préfère prendre le risque de faire une série de belles journées pour avoir à la clé un plus gros payout de 1500, 2000, 2500 dollars par exemple? Ensuite, est-ce que j'ai des styles de trading où la constance va être un problème en compte financier? Est-ce que j'ai envie d'avoir le droit de faire des grosses journées si la situation se présente? Est-ce que j'ai des jours minimum? Est-ce que ça m'embête si on me demande d'être régulier sur trop de jours en fonction de ce que vous fixez vous? Est-ce qu'il y a un gain minimum qui vous semble trop élevé? Vous avez l'habitude de prendre votre temps, faire des petites journées. Peut-être que faire 200 dollars, bah, vous allez devoir vous forcer, ou ça va être inconfortable pour vous. Point très important aussi. Le matelas, point très 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 important. Pareil, le matelas, ça va demander forcément une certaine régularité. Voilà. Je repasse, voilà, pour mettre la vidéo en pause, je repasse rapidement sur tous les points qu'on a abordés. Voilà. J'ai sûrement oublié des choses, la vidéo fait 1h30, c'est très long, mais je pense qu'on aura abordé plein de points pour aider les plus débutants. Comme j'ai dit, c'est sûr que j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à poser des questions en tout genre, en commentaire ou sur le Discord en description. D'ailleurs, ce sera peut-être plus simple pour échanger. J'espère quand même que ça vous aura aidé. Et pour des personnes moins débutantes, mais qui se reconnaîtront dans le profil, d'avoir un petit peu du mal à comparer des nouvelles propres firmes, à s'aventurer dans des nouvelles propres firmes, souvent à tort selon moi, ben, n'hésitez pas à faire cet effort, à faire cet exercice, d'aller comparer, d'aller faire des petits calculs de ratio, d'aller vous dire est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, d'aller vous dire est-ce que j'ai le droit à l'erreur, d'aller voir s'il n'y a pas en stratégie de trading une propre firme qui vous correspond mieux, où vous serez moins bridé, etc. etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. M'excuserez pour la durée de la vidéo, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, si vous avez des questions, comme j'ai dit, n'hésitez pas. À bientôt, à plus.